Suite à la publication d'un rapport scientifique chinois mi-avril 2020 mettant en évidence les caractéristiques du Covid-19, il ressort qu'il s'agit d'un virus qui altère le taux d'oxygène dans le sang. Les scientifiques préconisent alors d'utiliser toutes les méthodes disponibles pouvant augmenter le niveau d'oxygène dans les globules rouges, citant comme exemple l'apport en sang oxygéné comme dans la transfusion sanguine ou encore une technologie comme celle de l'hyperbare. Intéressons-nous en quelques minutes à cette médecine de l'hyperbare avec un spécialiste. Hassan Lemzouri, vous êtes spécialiste en médecine hyperbare, spécialiste en médecine de plongée à l'hôpital Mohamed VI de Mdiq, c'est au Maroc. Bonjour docteur. Bonjour Samira Chitouani. Docteur, depuis quand est utilisée cette technologie hyperbare dans le monde et au Maroc? La technologie de la médecine hyperbare a été utilisée depuis les années 60 et 70 dans notre contexte marocain. Le premier caisson hyperbare a été installé à l'hôpital Avicenne dans les années 80. Pour la nouvelle génération des caissons, notre caisson de Mdiaq, il a été installé fin 2007. Quelles sont les pathologies qui sont traitées en médecine hyperbare? Pour les indications urgentes, surtout des intoxications au monoxyde de carbone, les accidents de la plongée, et ensuite il y a la surdité brusque, et ensuite il y a les embolies gazeuses. Et pour les pathologies non urgentes, surtout les pieds diabétiques, ensuite tous les problèmes de cicatrisation, on peut raccourcir le délai de cicatrisation, et ensuite il y a une autre pathologie qu'on appelle la gangrène de Fournier. Vous évoquiez la cicatrisation rapide. Justement, quel est le délai de cicatrisation par rapport au délai normal sans passer par la médecine hyperbare? En fait, des études ont été faites et qui montrent que avec l'utilisation de l'oxygénothérapie hyperbare, bien sûr, délivrance de l'oxygène sous une pression au-delà de la pression atmosphérique, ça aide à la cicatrisation et le malade peut guérir en fonction, bien sûr, de l'étendue et de la sévérité de l'état initial, mais ça réduit presque de 1/3 le temps de guérison. Nous connaissons déjà les caissons hyperbares, les chambres hyperbares, dans lesquelles sont installés les patients pour être traités grâce à une relation entre la pression et l'oxygène. Il y a de nouvelles générations de caissons hyperbares. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Le caisson hyperbare, c'est une chambre où on installe donc un malade ou bien plusieurs malades en fonction donc des caissons. Pour les anciennes générations, c'était des caissons où on peut installer qu'un seul malade avec un accompagnant. Actuellement, on peut installer même 6 à 10 personnes avec un seul accompagnant, comme soit un infirmier hyperbariste, soit un médecin hyperbariste, soit un réanimateur en fonction de la pathologie que présentent les patients. Lorsque l'on parle de technologie hyperbare, nous pouvons dans ces caissons et dans ces chambres monter jusqu'à 100% d'oxygène. Docteur Hassan Lemzouri, combien il y a de pourcentage d'oxygène dans l'air que nous respirons tous les jours? Pour l'air, on appelle l'air ambiant, donc la concentration c'est 21% d'oxygène et le 79 restant, c'est du carbone. Est-il vrai, docteur, que l'oxygénothérapie à 100% stimule les défenses immunitaires et booste les effets des antibiotiques? Plusieurs études ont été faites dans ce sens, mais il n'y a pas un rapport bénéfice et défense immunitaire par rapport à l'oxygénothérapie. Tout ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, il est utilisé beaucoup dans plusieurs pays où il l'utilise pour le vieillissement, pour ce problème de défense immunitaire, mais rien n'est prouvé scientifiquement, rien n'est prouvé actuellement. Le rôle est-ce qu'il booste les effets des antibiotiques. Il faut savoir que l'oxygénothérapie hyperbare, elle est bactéricide et bactériostatique, c'est-à-dire au-delà d'une certaine pression. Normalement, l'oxygénothérapie, il ralentit la multiplication des bactéries. Et une fois la profondeur et la pression sont grandes, il peut même les tuer. L'oxygénothérapie, docteur, pourrait donc aussi ralentir le vieillissement? Personnellement, j'ai jamais utilisé ce mode de traitement pour ralentir le vieillissement. Il y a j'ai vu des articles et j'ai vu des vidéos pour les utiliser, surtout les Israéliens et en Allemagne, je pense. Moi, je suis pas convaincu pour ce point. Techniquement, docteur, a-t-on besoin de matériel lourd et coûteux pour réaliser une chambre hyperbare, notamment les nouvelles générations, celles pouvant accueillir plusieurs personnes?
Oui, effectivement, c'est un matériel qui est lourd et les sociétés qui fabriquent ça sont peu nombreuses, ça coûte cher et leur maintenance est aussi un petit peu coûteuse. Docteur Lemzouri, vous êtes spécialiste en médecine hyperbare à Mdiq, dans le nord du Maroc. Alors, j'ai une question qui correspond à l'actualité en ce moment, puisque il y a un compte-rendu qui a été publié le 10 avril dernier par des Chinois, des professeurs, des spécialistes, des docteurs, particulièrement deux docteurs Wenzhong Liu et Hualan Li. Dans cette étude, nous pouvons lire qu'en fait, ils ont observé que le Covid-19 avait pour caractéristique non pas d'attaquer les poumons, comme on le pensait, mais d'attaquer l'oxygène qu'il y a dans le sang, le fer et l'oxygène. Il y a un lien entre le fer, l'oxygène et le Covid-19. Et ils expliquent également que lorsque l'on intube un patient grave, cela pouvait provoquer des dommages au niveau de ses poumons. Ils invitent à baisser la pression de l'intubation, mais surtout de réfléchir à un moyen d'apporter un maximum d'oxygène dans le sang du contaminé. Et alors, ils prennent pour exemple la technologie hyperbare. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous félicite, vous êtes bien informés. D'après, parce que des articles ils viennent d'apparaître, bon, la physiopathologie de ce Covid-19, bon, c'est comme l'intoxication au monoxyde de carbone, sauf pour l'intoxication de monoxyde de carbone. C'est le monoxyde de carbone, il se fixe à la place de l'oxygène sur l'hémoglobine, et dans ce cas, c'est le fer qui va se transformer de Fe2+ à Fe2- et il reste libre et il empêche l'hémoglobine ou bien les globules rouges de transporter l'oxygène. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il arrive? Donc, on trouve dans une sorte d'hypoxie. Ce qu'ils ont constaté pour ce Covid-19, bon, d'après les images du scanner qu'ils ont fait, mais effectivement, dans ce cas-ci, on se réfère de la même physiopathologie que celui de le monoxyde de carbone, où il y a une privatisation du transport de l'oxygène. Dans ce cas, à mon avis, il a une place, mais il faut le faire dans un temps qui est, bon, dans les premiers signes une fois, c'est-à-dire une fois la saturation en oxygène dans le sang est inférieure à 93%. Et dans ce cas, je suis maintenant convaincu qu'il a un rôle. Reste bien sûr la logistique pour transporter un malade Covid-19, pour le caissonner, c'est-à-dire le mettre dans un caisson, ça reste une logistique qui est un petit peu difficile. En fait, on se dit que puisqu'il faut de l'oxygène dans le sang, on va aller dans les urgences, dans les chambres d'hôpitaux, et puis on va augmenter l'oxygène au patient, on va lui augmenter l'oxygène au niveau de son masque sur le visage, et puis c'est tout, la solution serait réglée. Alors que pas du tout, il semble qu'il y ait une différence entre l'oxygène que l'on respire dans ces masques en atmosphère normale et l'oxygène que l'on respire au niveau d'une chambre hyperbare. Et c'est justement cet oxygène au niveau des chambres hyperbares qui pourrait aider les patients graves atteints de Covid-19. Expliquez-nous la différence de ces deux apports d'oxygène. Pourquoi ça marche plus dans un sens que dans l'autre? L'oxygène délivré à une pression atmosphérique, c'est l'oxygène on peut trouver dans n'importe quel hôpital. C'est de l'oxygène à 100%, mais tu délivres avec des litres. 1, 2 litres, 3 litres, jusqu'à 15 litres par minute. Mais l'oxygène qui a été délivré, est-ce qu'il a été utilisé? Bien sûr que non. Il y a une saturation d'hémoglobine, il a une capacité, une fois saturé, il ne peut plus transporter d'autres molécules d'oxygène. L'hyperbare, c'est au contraire, même s'il est saturé, on agit sur l'oxygène dissous, c'est-à-dire l'oxygène qui a été délivré, il n'a pas été, c'est pas obligatoirement de se fixer à l'hémoglobine pour être transporté. Et c'est sur cet oxygène que l'hyperbare agit. Il est multiplié par 200 à 300 jusqu'à 600 fois. Merci beaucoup, docteur. Donc, on comprend que c'est la pression qui entre en jeu qui fait que nous aurons beaucoup plus d'oxygène dans le sang. Quelle serait la solution, voire les solutions que l'on pourrait mettre en place pour pouvoir apporter un maximum d'oxygène, un petit peu comme l'hyperbare, mais en développant cette technologie peut-être moins coûteuse? Pour moi, normalement, un caisson, bien sûr, ça a des indications où il est très, 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 très utile et où il y a des indications où on peut s'en passer du caisson hyperbare. Pour l'état actuel, je pense il faut que les sociétés qui fabriquent ces engins, qu'ils amoindrissent un petit peu le coût et surtout pour la maintenance. Bien sûr, c'est pas facile d'inventer
une technologie locale actuellement parce que ça nécessite une technologie qui est un petit peu pointue. Ça reste aux décideurs de voir cette question parce que pour moi, j'ai pas de réponse pour comment développer pour nous. Normalement, il faut former beaucoup de médecins pour avoir au moins les ressources humaines pour travailler. Et une fois les ressources humaines sont là, normalement, la technologie, il peut, bien sûr, avec le système de concurrence entre les sociétés, ça peut baisser dans les années à venir. Docteur, concernant la médecine hyperbare, est-ce qu'il y a des séquelles au niveau de l'organisme? Et normalement, avant d'entrer un caisson hyperbare, le patient doit être examiné par le médecin hyperbariste qui détermine bien sûr les contre-indications, voir s'il n'est pas asthmatique. Normalement, c'est contre-indiqué. Il faut le stabiliser après le caissonner. La deuxième contre-indication, c'est le pneumothorax. Quand on a de l'air dans les poumons, c'est contre-indiqué. La troisième contre-indication, c'est l'hypertension qui est importante, qui est non contrôlée. Il faut la contrôler parce que la pression, ça augmente la tension, donc on risque d'aggraver sa tension artérielle. Une fois stabilisé, il peut passer dans le caisson. Et bien sûr, toujours, le patient, quand il est au caisson, il est accompagné toujours soit par un infirmier, soit par un médecin, ou on peut lui délivrer d'autres médicaments s'il a besoin. Il faut faire, bien sûr, toujours un examen initial avant d'entrer pour éliminer toutes ces contre-indications. S'il y a une contre-indication, on peut, s'il est traitable, bien sûr, on peut le traiter. Parfois même, on peut même on renvoyer le malade parce qu'il y a une contre-indication qui est absolue et qui risque le risque de pronostic vital et c'est lui le primordial. Merci beaucoup Hassan Lemzouri. Quel est l'espoir de cette technologie de la médecine hyperbare pour l'avenir? Bon, pour l'avenir, donc il y a donc l'espoir pour les enfants autistes où il y a une indication pour améliorer leur qualité de vie et pour les autres le développement, comme vous l'avez dit, pour un petit peu augmenter les défenses immunitaires, ça reste à étudier. Et espérons qu'il y aura d'autres pathologies. Mais il a un avenir très 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 certain dans l'autisme. L'autisme, je pense que les Américains ont commencé, sont un petit peu en avance par rapport à nous, parce que eux, ils ont beaucoup de questions, ils ont un petit peu partout. Pour faire tout le protocole, ils préconisent jusqu'à 200 séances. Je vous remercie beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions. Hassan Lemzouri, vous êtes spécialiste en médecine hyperbare à l'hôpital Mohamed VI de Mdiq, c'est au Maroc. Merci beaucoup, docteur. Je vous remercie moi aussi, c'était un plaisir de parler avec vous. Merci.